Salut tout le monde! Bienvenue à un tout nouvel épisode de Refine Auntie. Je suis vraiment contente de retrouver. Salut Noir! Salut Steph, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Ouais, il fait froid, mais ça va, on tient le coup. On tient le coup, c'est le mois de janvier, it's like never ending, mais comme On est garde là. le cap, on est là. C'est ça, on est still refine, Mhm. still qualité, c'est ça le plus important. Mhm. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes les deux personnellement, mais je pense aussi qui concerne notre invité, puis beaucoup de femmes noires qu'on connaît, qu'on fréquente, qui sont proches de nous, dans notre famille aussi. Et je dirais plus largement, principalement toutes les femmes noires qui vivent en Occident. Ben, ouais. Puis, on va aborder aujourd'hui la santé des femmes noires, donc plus précisément la santé gynécologique. Puis, j'aimerais ça amener aussi notre conversation un peu plus loin parce que souvent, oui, on va parler de la santé des femmes noires, mais j'aimerais ça aussi qu'on aborde la santé de notre descendance. Ça veut dire que, tu sais, une femme noire qui vit avec sa santé, bien, de quelle façon que cela peut être transmis, de quelle façon les enjeux de santé qu'elle a vont être transmis soit à sa fille, soit à son garçon. Puis je pense que notre invité, c'est la bonne personne pour nous aider à avoir cette conversation-là, mais surtout avoir des réponses. Et c'est Liana, qui est connue sur le nom de Liana Wellness sur Instagram. C'est ça. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien. On est vraiment, vraiment contente de t'avoir. Je suis contente d'être ici. Ouais, puis comme je te disais avant qu'on commence à tourner, sens-toi bien à l'aise à Refine Aunties. On est en famille, entre amis. Puis l'idée, c'est toujours, comme on dit aussi à chaque début d'émission, c'est d'être dans la nostalgie, d'être dans les souvenirs. Et ce qu'on essaie aussi de faire, c'est à partir de nos propres souvenirs à nous, de nos propres anecdotes, que les personnes qui nous écoutent puissent aussi s'y retrouver, puis partager aussi leur expérience. Et Liana, si je ne me trompe pas, tu es coach en Pilates. Ouais, Oui. donc je suis coach Pilates, je suis naturothérapeute et je suis coordonnatrice aussi. Oui, c'est ça, tu es coordonnatrice de Vivre sans fibrome. Oui, un OBNL. Oui, un OBNL, je pense qu'il fait un travail extrêmement important que j'ai découvert, je pense, il y a 4-5 ans à peu près. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que ça existe? Depuis 2016. Depuis 2016? Ouais. OK, bon. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la mission de... Mission de Vivre sans fibrome, c'est d'aider les femmes qui sont atteintes de fibrome utérin. Une maladie que pas beaucoup de personnes connaissent, mais bon, je sais que Norty connaît. C'est une maladie, c'est une tumeur bénigne, c'est pas un cancer qui se retrouve dans l'utérus. Fait que Vivre sans fibrome, on est là pour donner de l'accompagnement aux femmes que souvent, ils sont un peu perdus dans le système de la santé ici au Québec. On sait déjà qu'il y a beaucoup de lacunes. Il y a aussi des groupes de soutien. Les femmes, entre nous, on a vécu les mêmes expériences, on peut se parler, on a des webinaires, on a des conférences avec des gynécologues qui nous disent quelles questions poser, des herboristes aussi qui nous donnent des méthodes alternatives que la médecine traditionnelle, puis ouais, on a tellement de choses qu'on offre à nos membres. C'est vraiment super. Merci pour ça, pour cette présentation-là de Vivre sans fibrome. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, de ton travail en tant que, je dirais, coach en santé. Comment tu te décris un peu à travers tes différents chapeaux, si on enlève la partie coordonnatrice de Vivre sans fibrome? Ouais, ben, je trouve que être coordonnatrice de Vivre sans fibrome, ça fait partie d'être coach de bien-être. Je m'appelle coach de bien-être parce que j'ai des gens qui viennent me voir pour la nutrition, pour les fitness, au gym. Je vais souvent au gym, donc des fois, j'ai des clients qui m'accompagnent. J'y vais 5 fois par semaine, donc juste comme développer la confiance en soi au gym parce que ça peut être très intimidant. Sinon, j'ai des cours de pilates aussi que je donne. Je vais m'inscrire en passant. Oui, c'est vraiment cool. Je savais pas. Puis j'ai vu que je vais m'inscrire parce que avant, je trouvais que c'était loin. Puis là, je pense que vous avez changé d'adresse. On est à Rosemont maintenant. Oh, t'es plus dans Hochelaga? Non, j'étais pas à Hochelaga. J'étais sur Crescent, au centre-ville. Mais il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça loin et tout. Donc, on s'est déplacé à Rosemont, à Dance Studio. Donc là, j'ai plus d'excuses. J'ai plus d'excuses. Puis si je me trompe pas, ça va commencer bientôt dans les cours. C'est déjà commencé. C'est commencé, bon. C'est à chaque mercredi, puis samedi. Parfait. Donc,
C'est Compte sur moi. difficile, le Pilates. Good luck, girl. 'Cause it's hard. Girl, Beginner I got this. C'est beginner friendly. I was a backup dancer for PK. So I know I can. Pour piquer souvent. Non, pas PK. Non, C'est Pierre excellent. Sanders. Ah, ok. Ouais. Je ris, mais c'était juste 2 fois, je dis ça, mais bref, j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune, mais je veux Ouais. vraiment y aller parce que c'est important, puis quand on va pouvoir en parler Si un t'as peu fait plus de la tard. danse, ça va être facile pour toi. Ouais, ben, je pense que je l'ai perdu. C'est- Donc, ouais, c'est ça. Good luck to me, mais je sais que je vais y arriver. On va en parler un peu plus tout à l'heure, justement, tu sais, de ton travail, puis pour moi, ça fait aussi partie des solutions de comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre santé quand on est une femme noire. Ouais. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais ça qu'on retourne un peu dans le temps, puis que chacune de nous, on partage un peu je dirais, nos premiers moments avec nos enjeux de santé. Le premier moment où est-ce qu'on a découvert un peu que, ben, premièrement, on vit dans notre corps, tu sais, la prise de conscience d'être dans une corps de femme, puis de savoir que ben, mon corps est différent de celui de l'homme, puis je vis des choses, je suis pas nécessairement capable de les nommer, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, puis ça me fait parfois me sentir inconfortable ou mal avec moi. Et d'autres fois, je peux me sentir en confiance, je peux me sentir que j'ai toute la force. Puis, un autre moment, ben, c'est comme ton corps shut down. Je sais pas Déconnecté un peu. exactement. En fait, je sais pas, toi, Noir, c'est quoi ta première expérience ou le premier moment où est-ce que tu t'es rendu compte un peu de ça? Ben, c'est sûr que pour moi, ça commencerait pas mal lorsque j'ai eu mes premières menstruations, Mhm. comme plusieurs filles, Ouais, genre. moi aussi. Mhm. Je les ai eues assez tôt. Je les ai eues lorsque j'avais 11 ans. Et j'étais en 6e année. Je n'étais même pas encore au secondaire. Mhm. Et, tu sais, je me rappelle que, genre, j'étais comme un peu gênée par rapport à ça. J'étais comme, genre, ma mère m'a expliqué c'était quoi, ma soeur m'a expliqué c'était quoi, mais il y a quand même une genre de petite, un malaise ou un peu une honte. Mhm. Mhm. Bref, en allant au secondaire, genre, j'avais 12 ans et mon flow, il a commencé à devenir hyper abondant. Puis là, j'étais comme, my God, OK, c'est vraiment comme, c'est lourd avoir ces règles. Et puis, tu sais, j'avais 12 ans, je perdais tellement de sang. Et Mm. puis, tu sais, désolée, ça peut être cru un peu. Des fois, je suis dans mes explications, mais ma mère, elle me disait, ah, comme c'est normal d'en perdre autant, c'est normal d'avoir mal au ventre et tout. Puis c'est comme, j'étais obligée des fois d'aller me cacher dans les toilettes pendant les classes, genre comme Ouais. tellement que Mhm. j'avais mal au ventre. Puis j'étais comme, c'est là que j'ai pris conscience de la différence Mhm. de vivre dans le corps d'une femme. Puis comme, tu sais, les hommes, ils n'avaient pas à vivre qu'est-ce que j'avais à vivre. Et je sais pas, c'était vraiment comme, pour moi, c'était genre, c'est tough. Puis tu réalises que t'en as pour longtemps, là. Mhm. Mhm. Tu comprends? T'en as genre Jusqu'à la ménopause. Ouais. jusqu'à la ménopause, puis t'es genre, t'as 12-13 ans, puis t'es comme, this life and it, genre. Mais en fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu la perte de l'innocence Ouais. qui Ouais. arrive aussi avec ça, puis de réaliser que ben, la vie, ben, c'est ça. C'est la vie d'adulte. Ben, c'est pas une vie qui est tout le temps comme un long fleuve tranquille. Fait que pour moi, ce serait vraiment ça. C'est ce moment de perte d'innocence. C'est comme une journée que tu es là en train de regarder des bandes dessinées le samedi, tu t'amuses, tu chill, puis la semaine d'après, ben, tu as tes règles, puis là, tu dois commencer à planifier un peu. Il y a Absolument. certaines choses que Ouais. tu faisais que tu te rends compte que tu peux plus faire ou que tu t'empêches de faire parce que tu n'as pas nécessairement de solution, puis on t'a pas expliqué, ben, par exemple, comment tu peux continuer à faire du sport ou tu n'as pas nécessairement encore les outils. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je le mettrais vraiment comme une perte d'innocence. Je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais aussi que c'est un peu une prise de conscience aussi. Ouais. Que C'est vrai. les choses sont différentes. Mhm. Puis aussi, pas pour être trop indiscrète, combien de pads tu passais à cet âge-là, à l'espace d'une heure? Ouf, ça remonte, tu sais, j'en ai 37 ans, là, puis ça remonte à tellement loin, là, ça fait Ouais. plus de 20 ans ou quasiment 25 ans. My God, ça fait 25 ans avec ce calvaire. C'est fou, hein? Aïe, aïe. Mais j'en passais quand même beaucoup. J'en Ouais. passais quand même beaucoup. Genre, probablement, je les changeais à l'époque à chaque 3 heures, 4 heures. OK. Mais ça a commencé à s'empirer au fur et à mesure. Mais
c'est drôle parce que, genre, ça vient de me cliquer, mais je me rappelle que mon père, genre, il m'a pris, puis il m'a mis sur ses genoux. Oh. Puis il était comme, genre, OK, là, t'as tes règles, genre, comme, fais attention aux garçons. Aux garçons, c'est Mais ça. tu sais, je suis même pas dans les bails, c'est ça. J'étais même pas dans Mais c'est ça, on est encore dans notre on est encore dans innocence. l'innocence, Ouais. mais lui, c'est comme, genre... Direct. Ouais. Direct, je vais Ouais. avoir la conversation avec ma fille. Pour pas que... Parce que on sait jamais, tu sais, comme... Il est C'est comme, vrai. on sait jamais. Il est comme... Tout de suite, tu m'as dit, fais attention, si t'as des relations sexuelles, protège-toi, fais attention, parce que là, tu peux... Mais genre, j'avais genre 11-12 ans, puis j'étais Ouais. juste comme genre... De quoi il me parle, Plein là, de tu sais? questions et Ouais. tout. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ouais. Pourquoi c'est si sérieux que ça? C'est Mais ça. ouais. Pourquoi je vis ça? Mhm. Puis, Exactement. c'est exactement tellement de questions. Mais toi, Liana, c'est quoi le premier moment qui a été marquant Oh, wow. pour toi en tant que femme noire? Moi, c'est Avec un ta peu santé reproductive. similaire Mhm. aussi à Noir. Moi, j'étais allée en voyage parce que ma famille habite à New York. OK. Puis, on allait toujours à New York. Quand j'étais jeune, au moins comme 8 fois par année. Puis, c'était à New York, au baptême de mon cousin. Oh, God. Puis ça, c'est la famille de mon père. Fait que là, je suis avec mon père, Mhm. puis sa famille. Ma mère est à Montréal, puis j'ai un legging blanc avec une robe Oh, my blanche God. et bleue. Mais c'est normal, c'est un Puis- baptême. Tu sais, c'est comme cadeau. Juste pour faire exprès, là, La tu sais. cata, là. Mhm. Puis là, j'ai du sang. Mais comme j'ai pas eu rien de préparation, comme c'est quoi des règles, rien. Il n'y avait pas le temps où est-ce qu'on avait nos téléphones, rien où est-ce que je pouvais appeler ma mère. Mhm. Je sais pas quoi faire. Oui, il y a mes tantes, mais C'est pas à l'aise. Ouais, je suis pas à Mhm. l'aise. C'est vraiment mon père, comme. Puis mon père, lui, c'est quelqu'un qui est awkward de base, là. Ouais. Mais quand je lui dis, Mhm. j'ai du sang qui coule entre mes jambes, il est comme, il sait pas quoi faire, il va parler à ses cousins, comme, même pas à ses cousines ou à sa mère. va voir tu sais, les autres Il va hommes. voir les autres hommes. Yo! Puis là, il est comme, OK, couche-toi. Il enlève le legging sur moi, il commence à me laver. Oh. Puis il met ça comme ça, puis... Mais il a essayé de Il a essayé m'expliquer d'aider, ouais. du Mhm. mieux qu'il pouvait, mais en Ouais. même temps, je suis traumatisée parce que, tu sais, quand tu as tes règles, Ouais. c'est quand tu vois le sang, tu commences à avoir mal. Mhm. Ça m'est arrivé la même chose. Mhm. J'étais jeune, j'ai vu le sang, j'ai mal. Là, je peux plus me lever. Mhm. Mais moi, j'avais vraiment des règles douloureuses. Il fallait que j'aille à l'hôpital après que j'ai découvert. Puis ça, c'était à l'âge de 9 ans. Moi, j'ai eu mes T'avais premières 9 ans? règles À à 9 9 ans. ans. C'est 3e année, là, Mhm. du Mhm. primaire. Puis, Oh my God. ouais. Moi, je ne pouvais pas aller dans mes cours aussi. Moi, je me cachais même pas. Moi, mes profs savaient déjà, Juliana, elle va se coucher dans le banc à l'extérieur. Mhm. J'appelais mes parents. C'était toujours la même routine. Mhm. Moi, j'avais des vomissements en plus. Oh, wow. Donc, tout ce que je mangeais, déjà là, à 9 ans, Mhm. tout ce que je faisais, j'étais vraiment hyper, genre, conscious. Mhm, Parce que mhm. moi, j'étais suivie déjà par rapport à ça, par Mhm. rapport à ma nutrition. Mais ça, c'est autre chose qu'on peut parler après. Mais Fait que t'as eu un peu, on peut dire que tu as eu une première prise en charge. Oui. Oui. OK. Mais je Mhm. savais déjà que je n'étais pas comme les autres. Ouais. Parce que, premièrement, à mon âge, il n'y avait personne qui avait ces règles. J'étais dans une école majoritairement de caucasiens. Mhm. Ouais. En plus de ça, donc c'est un phénomène un peu moins connu aussitôt. Mhm. Absolument. Puis, quand les filles ont finalement eu leurs règles, c'était pas la même expérience que moi. Ouais. Ils n'avaient pas autant de douleur, donc je savais déjà que j'étais différente. Mhm. Mhm. Ouais, Et ça a été comme quand même une expérience traumatisante dans un baptême, mais tu sais, je trouve ça quand même bien. C'est la façon que ton père a réagi, dans le sens qu'il t'a pris en charge, il a pris soin de toi. Il a fait du mieux Puis qu'il pouvait. c'est ça, il a Ouais. fait du mieux avec les connaissances qu'il avait. Tu sais. Puis je pense que c'est toujours, je ramène tout le temps ça, parce que nos parents, ils nous aident dans la mesure de leur possible à eux, puis dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire. Fait après ça, tu as vécu cette expérience-là. Puis, tu en as parlé à ta mère après ou Mais je pense que je savais pas que je devais en parler à ma mère ou quoi que ce tu as soit. gardé ça pour toi? J'ai pas juste gardé ça pour moi, mais je pense que mon père a juste appelé ma mère comme En mode panique? comme, qu'est-ce qui se passe. Mhm. Puis quand je suis arrivée, ma mère m'a fait une petite trousse. Elle m'a fait une trousse avec du Purell, du parfum, puis Oh. serviette sanitaire. Mhm. Puis ma mère non plus, c'est pas quelqu'un de trop émotionnel, Mhm. mais elle m'a dit que t'es une femme maintenant, tu peux avoir des enfants. Mais c'est vraiment quelqu'un aussi, ma mère, qui fait du mieux qu'elle peut pour me donner la meilleure éducation. Fait qu'elle m'a amenée à la bibliothèque. Elle a dit à la bibliothécaire, Nice. parle du sexe à ma fille.
Puis, C'est vraiment cute. C'est ça. vraiment cute. puis, ouais, puis elle m'a donné des livres et tout. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Dégageons. Ouais, oui. C'est tellement drôle. C'est vraiment ça. C'est comme... c'est vraiment comme dégageons. Je fais une petite parenthèse par rapport à la bibliothèque parce que moi, je l'ai faite, genre, un peu moi-même en éducation sexuelle. Comme beaucoup de jeunes, là. Genre, Mhm. chaque samedi, j'avais des cours d'athlétisme, genre, Mhm. religieusement. Genre, moi, ma soeur, mon frère, on allait à des cours d'athlétisme. Et après les cours d'athlétisme, ma mère nous amenait à la bibliothèque. Mhm. Passer, genre, environ, genre, 2-3 heures à la bibliothèque. Ouais. Puis j'allais tout le temps dans la section comment faire des bébés. Ou comme, genre, j'étais éveillée. Genre, j'avais Curieuse. 7 ans, 8 ans. Je m'assoyais par terre, puis genre, Tu regardais, je tu checkais, lisais. je lisais, je savais. Puis quand Pendant on que tout le prenait monde regarde des BD, le toi, bébé, t'es... tout, moi, j'étais comme, ah, c'est comme ça qu'on fait les enfants. Kiss. Ça s'appelle un spermatozoïde. les un ovule. zombies. Puis j'étais éclairée. Genre, j'avais Éclairée. 7 ans, là. 6 ans, 7 ans. Puis dans l'autobus scolaire, genre, quand genre, la semaine d'après, genre, Mhm. tu sais, quand dans l'autobus scolaire, il y avait de la buée, genre, sur les Ouais. vitres. Fait que là, je dessinais avec mes doigts. J'étais comme, guys, Je vais vous expliquer. je vais vous expliquer comment Tu ça donnais un cours 101. un cours d'FPS au primaire. Girl. Dessinais les petits Je dessinais les spermatozoïdes. spermatozoïdes. Puis tout le monde était comme, genre, OK. Il écoutait. Ouais. Girl, J'ai you fait, did that. ouais, j'ai fait une semi-éducation moi-même, genre. Hey, femme. Hey, Germain. Hey, Noir? Ça va? Ouais, ça va, mais j'ai un petit creux. Moi aussi, j'ai un Ouais. petit creux. Je pense que je serais dans qu'on se commande une bonne pizza. Mhm. C'est quoi la dernière fois que tu as mangé une bonne pizza, là, mais une bonne pizza? À midi. C'est excellent. By the way, c'était avec Salvatore. Mhm. Et on veut juste vous mentionner que nous sommes fermement commandités par eux Mhm. et que... This is the remix. Je peux pas. Vous voyez, C'est là guys? que je vais reprendre pour vous dire que on est vraiment, vraiment contents parce que notre épisode, notre podcast même, est commandité par les Pizzas Salvatore. Fait que ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro de Salvatore, puis qu'est-ce que tu vas avoir en plus? 10%. Hein? En tease. Let's go. Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont vécu cette expérience-là, tu sais, puis pour moi, tu sais, ma première expérience, elle a été aussi quand même assez traumatisante, mais une belle expérience parce que moi, je pense que j'étais en 5e année, si je ne me trompe pas. Et c'était soit pendant le dîner, oui, c'était pendant le dîner parce qu'après ça, il a fallu que je retourne en classe. Soit pendant le dîner ou après l'école, on est en train de jouer, puis j'ai commencé à avoir mes règles. Et justement, je me rappelle, il y avait une autre fille, ça, je pense qu'elle elle était en 6e. Puis peut-être même que j'étais en 4e. Bref, je sais que j'étais jeune, j'avais 9 ou 10 ans, un peu comme toi. Et je me rappelle que j'étais dans la toilette, je pleurais, puis elle est venue, elle m'a entendu pleurer, puis cette fille-là, je l'ai revue pendant des années après. Je la recroisais, puis on abonde, puis j'étais comme, c'est toi qui m'as aidée, puis tout. Puis elle était comme, pleure pas, puis elle m'a tout expliqué, puis elle est restée avec moi aux toilettes, puis elle est allée comme, je sais pas, chercher une Elle était éducatrice. plus vieille? Ouais, plus Ouais. vieille que moi, puis elle est restée avec moi, puis elle m'a aidée. Puis, comme je te dis, je me rappelle cette fille-là pendant des années, je la revoyais après, j'avais 25 ans, 26 ans. Puis j'avais jamais oublié son visage. Puis à chaque fois que je la voyais, puis on parlait de ça. Puis j'arrêtais pas de lui dire merci, merci. Elle était comme, ben non, c'est tout à fait normal. Puis tu sais, je vous parle, puis je vois son visage, que j'ai oublié son nom, mais tu sais, je pourrais jamais envie de faire oublier son... un shout-out. Ouais, parce que c'est fou comment que elle a été d'une aide vraiment précieuse. Et ça a été quand même une expérience traumatisante. Mais comme je l'ai dit, j'étais chanceuse d'avoir eu une autre femme, une jeune femme à côté de moi. Tu sais, comme quand tu as quelqu'un qui est plus grand que toi, ben, c'est pas nécessairement une adulte, fait qu'on dirait que tu es moins stressée de vivre l'expérience. Puis ça a été une personne qui a été très rassurante aussi. Mais après, je dirais qu'au fil des années, ben, c'est ça, tu sais, moi au secondaire, ben, un peu comme toi, tu sais, je savais que quand ça venait, soit je restais à la maison, puis je disais à mon père, moi, en plus, j'ai été élevée par mon père, fait qu'encore là, tu sais, rajoute une couche, mon père ne comprenait pas trop, là, j'étais comme, j'ai mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école. Puis des fois, j'étais obligée d'aller à l'école parce qu'il y a les examens, puis tout ça. Puis c'était l'enfer. C'était comme, des fois, c'était 2 serviettes sanitaires. Puis quand j'avais les cours d'éduc, je me rappelle mon prof, là, oh my God, ce monsieur-là, c'était un monstre. Il nous croyait jamais.
Et comment, ben, c'est bon le sport pour vous. Tu sais, ils nous forçaient, puis nous, on avait, à Bourassa, il y avait piscine. Et ça, c'était terrible parce que quand on avait nos règles puis qu'il y avait piscine, le prof avait décidé qu'on devait aller dans l'eau en premier pour arrêter les saignements parce que quand tu vas dans l'eau, supposément l'eau arrête les saignements avec la pression. Dès que tu ressors, ça recommence. Exact. Puis c'est pas vrai parce que des fois, c'est comme ça. Tu t'arrives, puis exact. Puis jusqu'à présent, je me dis, mais c'est quand même fou parce que tout le monde le savait. Ça faisait en sorte que tout le monde le savait. Fait qu'on était des fois 3-4 filles. Puis qu'est-ce que les filles faisaient? On s'était mis un code. C'est que quand il y en avait une qui avait ses règles, bon, on était 3-4, on y allait, même si on n'avait pas nos règles, parce qu'on ne voulait pas que la fille se retrouve tout seule dans l'eau. Fait que t'imagines, non seulement tu as tes règles, tu es en train de souffrir, puis ton prof, c'est un homme, puis il te dit d'aller dans l'eau. Fait que tout le monde le sait. C'est traumatisant. Fait que tu es tout seul dans l'eau, tu as froid. Tu es là à attendre, puis pendant que le prof donne les explications aux autres, puis là, tout le monde te regarde, exactement. Fait que il n'y avait pas de code éthique? Ouais. Fait qu'en tout cas, il est arrivé avec cette règle-là, mais je pense que, tu sais, homme ou femme, les profs avaient comme un peu pris cette habitude-là, ben, aller dans l'eau, puis ils nous forçaient, malgré qu'on avait des douleurs, puis qu'on disait on a mal. C'est comme, non, c'est pas grave, là, tu vas aller dans l'eau, tu vas te sentir mieux. Fait qu'il y avait aussi cette pensée-là que c'est de faire de l'exercice. Oui, ça se peut que c'est bon de faire de l'exercice, mais quand tu vis avec une pathologie, quand tu as de l'endométriose puis que tu ne sais pas, puis que tu as des fibromes, puis que tu as plusieurs enjeux de santé, puis que personne ne te le dit, puis qu'on te dit que c'est normal, puis qu'on te dit de faire des choses qu'une personne qui n'a pas nécessairement les douleurs que tu vis, ça va pas nécessairement donner le même résultat. C'est ça. Cette période-là de ma vie, je trouve que j'ai trouvé ça difficile parce que justement, tu es jeune, on te force à faire des choses avec ton corps qui vit différentes problématiques que tu n'es pas capable de verbaliser, tu n'es pas capable de nommer. Puis en plus, tu es forcé un peu de vivre ta vie normalement, mais alors que ton corps n'est pas construit de façon normale, si je peux utiliser le terme normal. Le cycle d'un homme qui est de 24 heures plutôt que nous, notre cycle de femme qui est de 28 jours. Exactement. Mais c'est fou ce que tu es en train d'expliquer parce que tu es en train de dire, dans le fond, que tu te justifiais depuis le secondaire, même avant. Le primaire. Le primaire et tout. Puis jusqu'à ce jour, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas devoir te justifier. Même avec les docteurs, tu vas devoir justifier tes symptômes. Les médecins, la même chose constamment, même au travail. Si tu veux un congé, peu importe. Puis ça commence à un jeune âge. Exactement. Fait que c'est très violent. C'est très violent comme expérience parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète parce que la santé des femmes noires, c'est pas un élément prioritaire pour les gouvernements. C'est pas prioritaire pour personne. Puis c'est ironique parce que quand on regarde dans le système de santé, si je ne me trompe pas, c'est une femme sur 3. Attendez, j'ai la statistique, puis je ne veux pas me tromper parce que c'est quand même important comme statistique que j'ai trouvée. Donc, au niveau de Statistique Canada, ça dit que c'est une femme noire sur 3 qui travaille dans le secteur de la santé au Canada. Et chez les Haïtiennes, c'est encore plus. Donc, c'est une femme sur 2 qui travaille dans le système de la santé. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au final, les femmes noires prennent soin de la santé de toute une population, puis on n'est pas pris en compte. Qui prend soin de la santé de nous en tant que femmes noires? Parce que quand on regarde les données, on se rend compte que on est grande gagnante dans la course des perdantes au niveau de la santé gynécologique. Donc, on a le plus de risques de mourir des cancers de l'ovaire, si je ne me trompe pas. Donc, on a des fibromes de manière disproportionnée vis-à-vis les femmes blanches. Au niveau de l'endométriose, on n'en parle pas. Et aussi des risques de mourir lors de l'accouchement. C'est ce que j'allais dire. Tu me tires les mots de la bouche. Donc, tu sais, puis ça, c'est sans compter les maladies chroniques qu'on a qui ne sont pas nécessairement reconnues parce qu'on est des femmes noires, l'anémie, il y a toutes les différentes gradations d'anémie. Et tout ce qui est relié à la santé mentale par rapport à ça. Exactement. Puis ça, c'est pas pris en compte. Fait que déjà, à la base, quand on regarde la santé ou la médecine, moi, je me suis intéressée beaucoup à ça avec ma condition, à comprendre un peu comment ça se fait que la santé des femmes noires a été mise de côté. Mais la réponse est simple, c'est que la santé des femmes tout court était déjà mise de côté dans le curriculum médical. Donc, quand tu vas regarder les cours de médecine, et là, je parle des cours très
traditionnel, je ne sais pas si ça a changé, mais quand tu ouvres un livre de médecine, le corps qui est présenté en exemple, c'est souvent un corps masculin d'un homme blanc. Oui. Et c'est rare que tu vas ouvrir un livre de médecine et tu vas voir des corps des femmes, des corps justement de femmes de différentes ethnicités. Puis pourtant, c'est important d'avoir ces différences-là parce que ça permettrait de mieux répondre à nos soins de santé, donc de mieux répondre à nos besoins en matière de soins de santé. Tout ça, c'est des couches de violence. Quand on les additionne, ben on se rend compte que finalement, pour moi, c'est une forme de négligence criminelle parce que tu as une partie de ta population que tu as décidé pour X raison que tu ne vas pas la desservir. Puis ça, je ne sais pas pour vous, mais ça a été une des réalisations parce que quand j'allais au médecin, puis j'essayais de poser des questions, puis souvent, ce que les médecins me disaient, ben, c'est « Ah oui, ben, tu sais, l'anémie, ça, c'est beaucoup chez les personnes noires. On n'a pas trop de données là-dessus. C'est beaucoup chez vous. Analyser c'est beaucoup vous. » Fait que c'est ça la réponse qu'on te donne. On ne te dit pas, par exemple, ben, tu sais, c'est quoi les origines de l'anémie? Pourquoi? On ne nous dit pas pourquoi que c'est les femmes noires qui sont plus atteintes de l'anémie. Donc, toutes les pathologies qu'on a, on n'est pas capable de nous donner les origines. Fait que si on n'a pas les origines de ces pathologies. On n'a pas les causes. Ouais, de ces pathologies-là, comment on va être capable de se soigner? Fait que là, on est obligé de chacune faire des recherches un peu de notre côté. Puis, tu sais, Noire aussi, on a la même chose, endométriose, anémie, fibrome. Fait qu'au final, on se ramasse à se créer un peu notre propre guérison. On se crée une espèce de notre propre filet social, puis on s'entraide. Des fois, c'est Noir qui me dit « Ah, ben, quand tu vas y aller à l'hôpital, il faut que tu dises ça au médecin. » Puis moi, je suis comme « Ah, ben, j'ai découvert telle chose, tel médicament. » Fait qu'on s'aide comme ça, mais ça ne devrait pas. Tu sais, je veux dire, oui, c'est nice qu'on se soutienne, puis tout ça, mais on ne devrait pas être en train de s'auto-guérir ou même des fois, je pense que Noir, tu peux en parler, mais des fois, tu arrives au médecin, puis c'est toi qui dis à ta gynécologique quelque chose que tu avais. En fait, l'endométriose, c'est moi qui ai abordé le terme avec mon médecin. Le terme, je l'ai découvert peut-être en 2016 ou 2017. Là, à un moment donné, genre, j'avais trop mal. Tu avais un groupe Facebook, c'est pas ça? C'était pas sur un groupe Facebook, mais c'est comme... Okay. J'avais fait des recherches, puis sur Google, j'étais tombée sur le terme endométriose, puis en lisant, je me découvrais. J'étais comme, c'est peut-être ça que j'ai, je suis pas mal ça. J'envoyais à ma soeur, j'étais comme, yo, je pense que, regarde, lis ça. Ça me décrit, puis tout, genre, tu sais, ça me décrit depuis que je suis jeune. Puis finalement, quand j'avais été à l'hôpital, parce que j'étais partie en Jamaïque, j'avais eu mes règles, mais genre, j'ai eu mes règles pendant 1 mois et demi, non-stop. Et en revenant, j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital, j'étais allée à l'urgence, j'ai rencontré un gynécologue qui m'a prise en charge et je lui ai dit, je pense que j'ai de l'endométriose, puis elle a roulé ses yeux, puis je suis comme, genre, vous m'en avez jamais parlé, puis c'est moi qui vous amène avec ce terme-là, genre, comme... Ouais, mais c'est tout un système. Parce que on parle des médecins, des docteurs, comment ils ont pas trop de réponses à nos questions. Mais moi, c'est plus le système que je regarde. Parce que, comme que tu l'as dit, Steph, ils apprennent pas ça à l'école. La santé de la femme, mais surtout la santé de la femme noire. Déjà là, nous, on n'a pas les mêmes maladies en tant qu'afro-descendants que les personnes qui sont d'origine asiatique ou caucasienne. Ça, c'est une chose à apprendre. Absolument. Puis, si on a les mêmes maladies, c'est pas à la même âge aussi. Par exemple, les fibromes, nous, ça peut nous arriver à un jeune âge. Donc, ça peut commencer à l'âge de 22, 25 ans. Très tôt. Tandis que pour les femmes caucasiennes, ça arrive à l'âge de 40 ans, plus proche de la ménopause. C'est la même maladie, mais souvent, ça n'arrive pas au même moment, pas les mêmes symptômes. Il y a d'autres facteurs aussi. C'est différents facteurs, différents symptômes, comme tu dis. C'est ça. Puis, une autre chose qu'il faut savoir avec les médecins, c'est qu'ils travaillent pour nous. Nous, on ne travaille pas pour eux. Fait que oui, c'est vrai que on doit malheureusement arriver avec nos propres informations, nos propres faits et nos propres questions, mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Fait que c'est important aussi d'avoir comme un soutien comme que vous vous donnez. Pose telle question. Parce que c'est important parce qu'il y a des femmes qui se sentent gênées arriver quand elles ont finalement un rendez-vous avec leur médecin après attendre des délais. Tellement d'années. Ouais, c'est ça. Puis là, elles ne savent pas quoi poser, puis elles se laissent intimider par le médecin que lui est imposant. Oui, imposant, premièrement par son curriculum, mais aussi parce des fois son manque d'impatience, parce qu'il y a une longue liste de patients à voir, il y a un manque de staff, il y a tellement de facteurs que à un moment donné, c'est pas les patients, c'est pas les médecins,
c'est le système au complet qu'il faut changer. Tout à fait. Ça, c'est un gros facteur. Puis aussi, je voulais mentionner que c'est important parce qu'il y a tellement de femmes noires qui ne savent pas qu'elles ont des fibromes, puis qu'on leur dit que c'est normal, comme vous, que c'est normal d'avoir des règles douloureuses, etc. Puis ça arrive souvent trop tard quand elles veulent, par exemple, avoir des enfants, puis là, elles ont une échographie. C'est là qu'elles découvrent qu'elles ont des fibromes. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de savoir l'histoire de pourquoi on n'est pas pris en charge. Oui, il y a l'affaire d'études, mais pourquoi prendre en charge des femmes noires quand dans notre tête, on est programmé à penser que les femmes noires sont des personnes qui sont dures, qui sont fortes, etc. Ouais, le mythe de la strong black woman, ça nous a causé tellement de tort. Puis, tu sais, c'est en lien un peu avec ce que tu dis, Liana. Moi, quand j'ai commencé à chercher à gratter en vieillissant, parce que il y a un moment donné où est-ce que je me suis dit, ben je peux pas vivre comme ça. Parce que à un moment donné, il faut aussi qu'on reconnaisse que ce qu'on vit, c'est une forme d'handicap. Parce que c'est invalidant. Ouais. Quand tu n'es pas capable de vivre ton quotidien avec toute sa capacité, tu sais, quand ton corps ne fonctionne pas à sa pleine capacité, puis que ton quotidien est invalidé parce que tu as des douleurs, puis tu n'es pas capable de faire des choses, mais pour moi, ça s'apparente beaucoup à une forme d'handicap. Puis je pense que les différents enjeux de santé qu'on vit devraient aussi être considérés comme des formes de handicap dans la mesure où ça nous invalide dans notre quotidien. Puis c'est pas quelque chose qui est physique, donc parfois c'est plus difficile, mais quand que tu n'es pas capable de te lever de ton lit, puis que tu es coupé comme ça, puis que tu as des douleurs, puis tellement que tu as mal, tu finis par t'endormir ou vomir ou perdre connaissance, puis que ça se répète sur une base quotidienne, mais il faut que, justement, comme tu dis, les systèmes commencent à revoir comment ils catégorisent les enjeux qu'on vit en tant que femme noire, mais je veux aussi amener la condition des femmes autochtones parce que c'est un élément qui nous a ramené ça, ben, c'est la mort tragique de Joyce Echaquan, paix à son âme. Mais en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, ben, notre santé, la santé des femmes issues des communautés qui sont historiquement marginalisées n'est pas prise au sérieux au Québec. Et ça, c'est extrêmement dangereux et encore une fois violent parce qu'on se dit on est censé être traité de façon équitable. Quand tu arrives dans un bureau de médecin, tu es censé être prise en charge. Donc, puis non seulement il n'y a pas de prise en charge, mais c'est que ta parole est invalidée, elle n'est pas prise au sérieux. Fait qu'une fois que tu ressors de là, vers où tu te tournes, à qui tu parles. Et là, j'aimerais ça aussi que tu parles, Liana, de justement du travail que vous faites un peu plus à Vivre sans fibrome, puis aussi le travail que tu fais. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, ça reste que ce système-là, demain matin, il ne va pas nécessairement changer. Fait que maintenant qu'on sait que le système ne prend pas soin de nous comme il le devrait, qu'est-ce que toi, tu vois comme différentes pistes de solutions pour qu'en attendant, qu'on soit capable, qu'une personne qui vit justement des enjeux de santé comme toi, comme moi, comme Noir, mais soit capable de s'auto-traiter ou améliorer, faciliter son quotidien, là? Ben, en termes de prévention, moi, j'offre un mode de vie. Parce que ça ne change pas du jour au lendemain. C'est vrai. Fait que je fais des programmes de Juditox. Dans le fond, les programmes de Juditox, c'est bien pour faire des cures, des jeûnes, pour enlever les parasites, pour enlever l'inflammation. Nous, les femmes noires, la majorité de nos maladies est causée par l'inflammation. Mais ça, c'est pour tout le monde, en fait. Le stress, l'inflammation. Le SOPK, inflammation. Le psoriasis, eczéma, toutes ces maladies, c'est l'inflammation. Donc, il faut vraiment commencer avec l'alimentation. Il faut commencer avec ce qu'on boit, ce qu'on mange. Fait que moi, j'offre des jus détox, j'offre aussi des tisanes. Puis, des tisanes aussi qui peuvent aider avec les douleurs menstruelles. Donc, à base d'hibiscus, de framboisier. J'ai étudié l'herboristerie aussi.
Donc, j'offre pas mal de produits par rapport à tout ça, des plans alimentaires. OK, donc tu offres un accompagnement qui est quand même assez complet. Oui, un tout en un. Puis je trouve ça vraiment important ce que tu mentionnes. Puis après, Noir, si tu veux rajouter, mais ça me fait juste penser à récemment, justement, j'étais chez ma mère en Floride, puis ma mère, elle s'est fait un jardin. Puis ça m'a vraiment marqué parce que je me promenais dans le jardin avec ma mère, elle me faisait la visite de son jardin. Puis ma mère, elle était capable de me nommer toutes les feuilles dans son jardin. Elle a planté des feuilles pour tout. Puis quand Simon est tombé malade, elle lui a fait un dernier thé pas bon, là, comme les bons thés en Haïti. Ouais. Simon était comme... Elle venait voir pour voir s'il l'avait vu. Mais en fait, ça m'a frappée puis ça m'a fait mal parce que je me suis dit, ben moi, j'ai besoin d'avoir ces conversations-là avec ma mère parce que je me rends compte qu'en étant ici, ça a un impact sur ma santé parce que le climat, toutes les choses qui sont disponibles ici, c'est pas nécessairement des choses qui peuvent aider à améliorer notre santé. Fait que juste le fait de voir que ma mère est allée dans son jardin prendre ses feuilles sans regarder, elle savait déjà quoi prendre, elle savait déjà tout quoi mettre pour aider à sa santé, à sa propre santé à elle aussi. Je me dis peut-être, quand tu parles de justement l'accompagnement que tu offres, je pense aussi qu'on devrait avoir peut-être une rééducation en lien avec les connaissances de nos origines, peu importe d'où tu viens, que ce soit de la Jamaïque, d'Haïti, tous nos grands-parents savaient quoi faire pour prendre soin d'eux sans nécessairement avoir accès aux meilleurs médecins du monde. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, peut-être... La naturopathie. On appelle ça la naturopathie, mais... C'est des pratiques ancestrales, dans le fond, exactement. ce que tu es en train de dire, ouais. Puis, Mais c'est parce que nous, on a été aussi colonisés, on a été déconnectés, là, aussi déracinés. Déracinés, fait que nos pratiques ancestrales, elles sont bonnes ou mauvaises, on les a un peu tous enfouies en dessous de la terre à cause que c'était... mal vu, peut-être? Mal vu par exemple, les gens qui associent les pratiques ancestrales au vaudou. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Oui, il y a des similarités, similitudes, je pense qu'on dit, mais c'est deux choses différentes. Aller chercher des feuilles dans son jardin, etc., des plantes pour se soigner, ça, c'est une pratique ancestrale qui est utilisée dans le vaudou, mais c'est tout de même et avant tout une pratique ancestrale. Donc, c'est comme ça, on n'avait pas de médicaments avant. Il n'y avait pas de médicaments, c'est comme ça qu'on se soignait. Puis il y a encore des gens en Haïti, si on parle d'Haïti, qui n'ont pas de moyen de s'acheter des médicaments ou avoir accès aux médicaments. Et c'est le seul moyen de se soigner. Donc, c'est des méthodes valides. Il n'y a pas une méthode plus bonne que l'autre. Mais c'est sûr que les médicaments sortent et viennent des plantes. Exactement. Je pense que c'est tout le temps... Je pense que la plus grande... Tu sais, pour un médicament, peut-être c'est quoi, 70-80% d'origine peut-être naturelle, puis le reste, c'est chimique. Donc, c'est ça. Ça vient aussi avec le manque de connaissances. Mais bref, quand tu t'as parlé de l'accompagnement que tu offrais, ça m'a fait penser aussi à l'importance de se reconnecter avec ses racines, puis d'avoir des conversations justement avec nos parents, avec nos grands-parents qui, eux, ont toutes ces connaissances-là à nous donner, mais à cause qu'on vit dans un monde capitaliste qui nous force à travailler, qui nous force tellement à vivre dans un rythme on est déconnecté. qui ne devrait pas être le nôtre. On devient déconnecté, puis là, on attend après un système pour prendre soin de nous, alors que le système, il est un peu en nous. Il est brisé. Ce système-là, il est brisé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà un système à nous. On a juste à reconnecter avec. Ça me fait penser que lorsque j'étais justement jeune, à l'époque que ma grand-mère était en vie, quand j'avais mes douleurs, elle me faisait genre comme un... Comment t'appelles ça? Genre quand tu t'assois sur le bol avec le steam. Un sauna vaginal. Elle me faisait ça, ma grand-mère. Genre, elle mettait des trucs, des feuilles, puis elle me disait, tiens, assieds-toi sur le bucket. Elle mettait comme genre une serviette sur le bucket pour pas que je me brûle, les feuilles, genre. Puis ça aidait, là. Puis comme les caillots, ils sortaient, là. Oui. C'est bon aussi après l'accouchement, avant les règles, après les règles. Ça diminue aussi... les douleurs. Puis ça aussi, ça diminue le temps. Si les règles sont vraiment longues, ça va diminuer. Ça va les faire réduire. Un cycle normal, oui. Il faut juste prendre le temps, en fait, de prendre le temps. Et ces dernières années, j'ai remarqué, vu comme tu es aussi dans le bien-être, que genre, depuis que j'ai recommencé à prendre soin de moi, je m'entraîne beaucoup plus. Je fais du hot yoga.
j'ai coupé, j'ai comme diminué le gluten dans mon alimentation, le lactose, et je vois tellement une différence. Ouais. Et des fois, c'est comme, j'ai l'impression que avant, c'est que j'étais pas à l'écoute de mon corps, ou tellement que j'étais dans la souffrance que des fois, j'étais juste comme, c'est correct, je Je vais le prendre. je vais Ouais. le prendre, ça va durer genre comme un malaise d'une journée ou deux journées, mais j'avais tout le temps des inflammations, mais je réalisais pas que c'était des inflammations, mais comme, j'étais juste pas bien dans mon corps. Puis maintenant que je suis à l'écoute de mon corps, genre, comme ça va mieux, genre, c'est pas que c'est Mais- comme, je me sens pas guérie, mais ça va mieux. C'est ça, mais il faut savoir aussi, en donnant un peu de grâce, que être à l'écoute de son corps, c'est trendy juste récemment, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même gros, tu sais, c'est comme être à l'écoute de son corps, ça veut dire quoi, tu sais? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être à Mais l'écoute de dans son cette corps? société-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de moments de silence, comment être à l'écoute de son corps? Fait que ça aussi, ça revient à le mode de vie holistique, le bien-être, etc. Mais aussi, si tu es dans l'ignorance, puis ta mère, ta grand-mère, ils vivaient comme ça aussi, c'est tout un travail sur toi. Comme, c'est pas à se blâmer. Souvent, les femmes, c'est comme, ouais, mais toutes ces années que j'ai fait sans savoir, ouais, mais tu savais pas. C'est ça, t'avais Ouais. pas les outils. T'étais Comme- pas outillé, t'avais pas les connaissances. C'est ça. Comme on mangeait du fromage ou du pain. Tout le En temps, passant, ouais. ouais, le lactose, c'est pas fait pour les afrodescendants I du know, tout. mais c'est Ouais. comme I love cheese so much. Genre, moi, Toi, comme tes mon plateaux. vrai fromage, Moi, je peux m'en adorais. passer. Genre, moi, j'aime tellement ça. C'est ton mais plaisir maintenant, coupable. je m'en fais genre 1 à 2 fois par année. Ouais, parce que c'est après, tu vas le payer. Tu sais, Je vais le puis payer, c'est comme... c'est ça. Genre, comme, tu sais, j'ai des gages, j'ai des ballonnements, j'ai comme whatever you name it. You know? Sans honte. But Il y a you des- like it so much. C'est ça, il y a des gens qui sont Ça comme, prend de la souffrance. prends les enzymes et tout, tu vas te sentir bien. Non, ouais, mais c'est- même à ça, là. non, c'est Ouais, ça. mais c'est parce que c'est éviter. comme, tu causes un problème, après ça, tu prends un truc pour Ouais. régler le problème, puis c'est comme, c'est un cercle vicieux et ça finit pas. Tu sais, j'avais envie de te demander aussi, Liana, à quel moment que tu as décidé d'embarquer justement euh, dans ta journée de wellness, mais en même temps, c'est pas... pour toi, c'est aussi ton métier. Oui. Fait à quel moment tu as dit, OK, ben moi, je vais me lancer, je vais étudier là-dedans, je vais prendre ça au sérieux, puis je vais en faire une formation. Est-ce que c'est en lien avec ton expérience personnelle ou c'est le fait que tu as vu qu'il y avait justement tellement d'autres femmes autour de toi qui souffraient que là, tu t'es dit, ben moi, je vais aller apprendre à me soigner, mais aussi aider à soigner les autres? Mais en fait, moi, puis je suis sûre que c'est comme ça aussi dans votre famille, les femmes dans ma famille, elles partagent pas leurs maladies, leurs problèmes, surtout Mais dans c'est l'ancienne tabou. Ouais. génération. Puis, c'est des problèmes comme les fibromes et tout, ça joue avec l'intimité. Donc, moi, c'était Absolument. vraiment, comme la majorité des gens qui travaillent dans mon milieu, c'était mon expérience. Donc, moi, au même moment, à l'âge de 10 ans, je pense, j'ai été hospitalisée pendant 1 mois, 2, à l'hôpital Sainte-Justine. J'avais une pancréatite. C'est quoi une Ça, pancréatite? c'est une maladie de vieux alcoolique, dans le fond. C'est quand ton pancréas, il peut pas bien fonctionner. OK. Puis le pancréas, c'est connecté au foie aussi, puis c'est ça qui élimine toutes les toxines. Toxine, absolument. Donc, moi, je ne pouvais pas manger. J'étais vraiment... j'ai oublié le terme, là, mais sous... Sédatif? Intraveineuse. intraveineuse. OK. Ouais, moi, je mangeais sous intraveineuse. Puis, c'était vraiment traumatisant parce que À 10 ans? 1 an avant, j'ai eu mes règles, puis c'était douloureux. Mhm. Après ça, ma pancréatite. Mhm. Donc, j'étais suivie par des nutritionnistes, des chirurgiens, en gastro-intestinal. Puis c'était vraiment traumatisant parce que j'avais plein de règles à suivre. Je pouvais pas manger des égos comme je mangeais avant, des strudels et tout. Puis on sait que l'alimentation quand on est jeune, c'est beaucoup de colorants artificiels. Beaucoup de sucre, Ouais. beaucoup de sel. Fait qu'à Proceed partir food. de là, tu sais, mes parents étaient un peu plus stricts avec moi sur la nourriture. Puis mes parents aussi, eux-mêmes, sont vraiment holistiques. Donc, mais j'avais pas remarqué ça à mon jeune Avant. âge. Tu sais, comme mon père, c'est les suppléments. Il met des clous de girofle dans son eau comme rince-bouche ou des trucs comme ça. Ma mère, c'est salade et tout. Puis, je trouvais que c'était normal parce que j'ai grandi Avec là- ça. avec ça. Mhm. Jusqu'à temps que j'ai pris un peu plus d'âge, j'étais au cégep. J'étudiais dans quelque chose un peu plus très cartésien, la technique juridique. Puis, tu sais, quand t'es au cégep, tu vois comment les autres Vivent, ouais. mangent. Ça t'influence Ouais. aussi, veut pas. Puis, je vois, oh,
c'est pas normal, là. Comment moi, je mange et comment eux, ils mangent. Puis j'essayais un peu de m'adapter à comment eux, ils mangeaient parce que des fois, on sort, on va sortir en pause et tout. Tu peux pas être trop difficile. Et là, je vois, j'ai des douleurs, j'ai des gonflements aussi. Je me sens pas bien. Puis j'ai dit, ah non. Je vais retourner à... Quand j'ai fini mon diplôme et tout, je commençais à travailler en technique. Je dis, je vais retourner dans ma méthode de comment mes parents m'ont élevée un peu. Puis même moi, quand je mangeais du griot à la maison, j'avais des Après, douleurs. t'étais pas bien. J'étais pas ça. bien. La nourriture haïtienne, quand c'était trop graisseux, j'étais pas bien. Puis, je pense que... C'est ça. Mais il n'y a rien de mieux quand c'est fait maison. Puis... C'est ça, ouais. Tu sais, c'est ça, c'est fou pendant que tu dis ça parce que, tu sais, je me rappelle... tu sais, ma grand-mère, quand elle faisait les pistes en Haïti, il n'y avait pas toutes ces affaires-là, des pistes de Maggi, c'est comme... oui! Tous ces trucs toxiques, chimiques. C'est même pas fait par des Haïtiens, en plus. Exactement. Puis tu sais, quand ma grand-mère... Puis les épices, c'était simple. C'est des ingrédients. T'avais comme l'ail, persil, du sel. Puis ça donne le goût, puis du piment. Puis tu sais, toutes les choses, les légumes, les choses qui sont disponibles. Organiques. En passant, le persil, c'est très bon pour nous, les femmes noires, parce qu'il y a beaucoup de fer dedans. Moi, je te dis... Ma mère, elle me dit quand j'ai... Excuse-moi de te couper. Excuse-toi! Quand j'ai mes règles, elle me dit comme... J'en fais du thé avec du persil, en fait. Puis c'est bon, ça goûte pas mauvais. Non, mais moi, j'adore le persil, puis c'est fou parce que je sais pas pourquoi... Ça fait comme peut-être 2 mois, je te jure, j'ai envie d'avoir du persil dans tout ce que je mange. Là, j'arrête pas d'acheter des bottes de persil, puis je suis comme... Mais c'est bon. Ouais, non, mais c'est comme, ça n'a pas d'allure, je suis comme, OK, mais mon corps, il est vraiment en train de me parler, puis il faut que je l'écoute, puis je comprends pas qui aime pas le persil, là. Ça se fait qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais tu peux pas ne pas aimer le... Persil italien ou persil frisé? Persil italien, ma belle. Persil italien. Oui. Bougie, tu coupes ça finement, là, tu mets ça dans tout. Tu te fais un petit sandwich, tu mets ça au lieu de mettre de la salade. Ouais. Bon, c'était cœur. Mais bref, c'est drôle que tu dis ça parce que ça fait 2 mois que j'ai envie de manger du persil tout le temps dans tous les aliments. Fait que oui, c'est vrai que c'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Treat yourself. Mais on parlait de ta grand-mère qui faisait ça naturellement. Ouais, c'est ça. On parlait de... C'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'on a pas mal tout ce qu'il nous faut à portée de main. On est capable. C'est juste que comme tu l'as dit aussi avec ton expérience, tu étais à l'école, tu étudiais, tu suivais le rythme des autres. Encore une fois, je pense qu'on s'est laissé imposer une manière de vivre qui n'est pas la nôtre, qui ne fit pas avec nous. Puis aussi, il faut être doux avec nous-mêmes parce que comme tu l'as dit, on ne sait pas, on n'a pas les outils, on essaie de survivre aussi. Il faut qu'on travaille. Puis là, tu arrives aussi comme chez toi, tu as le choix, est-ce que tu vas commander ou tu vas te faire à manger parce que là, tu es fatigué. Mais je pense que tout est une question pas de principe, mais d'habitude. Si tu développes des habitudes, après ça va être comme un peu un réflexe. Ça va devenir un mode de vie, ça va devenir naturel. Puis, tu es capable là, de cuisiner. C'est juste de se développer des trucs pour te faciliter justement ce chemin vers ta guérison, vers ta santé. Puis c'est de toujours penser, ben ça, c'est moi. Puis en plus, si tu vas avoir des enfants, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, j'insistais sur la santé de nous, mais aussi de notre descendance. Parce que quand nous, on ne prend pas soin de nous, puis qu'on n'a pas les outils, ben ces choses-là, ça se transfère par l'ADN. Donc, autant on parle de briser les traumas, santé mentale, il faut aussi qu'on soit honnête avec nous puis qu'on commence à réfléchir à... Par l'ADN? Oui, par l'ADN, comment que je prends soin de ma santé. Et si je n'arrive pas, qui peut m'aider? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme outil? Puis des fois, je trouve qu'on cherche loin. Puis je reviens toujours à notre famille. On a tous une cousine, on a tous une tante là, qu'on regardait un peu bizarrement quand on était plus jeunes. Comme... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est trop naturelle. Elle est tout en train de faire ci, de faire des... cousine. Ouais, cette cousine-là. On a tout le temps une cousine genre holistique dans la famille. Mais ça, c'est moi. Dans ma famille, Puis on ne comprend pas comme qu'est-ce qu'elle fait. Elle a toujours prends tel thé, fais telle chose, qui est tout le temps en train de nous dire qu'est-ce qu'on devrait prendre pour notre douleur. On ne sait pas trop comme qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son métier. Comme méditation, mes cristaux, exactement. Mon palo santo, ma sauge. Oui, exactement, l'encens. On a toute cette cousine, on a toute cette tantine. Moi, je pense qu'il faut retourner la voir
Puis, ouais, s'asseoir avec elle, puis lui poser des questions, puis ça, c'est toi dans ta famille. Oui. Ça, c'est toi. Mais comme tu as dit, c'est l'ADN, mais c'est aussi l'observation. Le fait que toi, tu as des bonnes habitudes de vie, que tu as un enfant ou pas, ta famille va vouloir, à un moment donné, quand ils vont vraiment avoir besoin, ils vont vouloir suivre qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est juste set the example. Ouais. Ah, absolument, tu as raison. Puis, pour compléter ce que je disais, moi, je trouvais que c'était difficile ici, adapter un bon mode de vie. Mais quand j'ai déménagé en Australie, où est-ce qu'il y avait... Wow, t'habitais en Australie? J'ai habité en Australie, puis c'est là que j'ai vraiment commencé Liana Wellness. Parce que c'est un milieu tellement similaire à Haïti, tropical, où est-ce que dans ma cour, il y avait des mangos, il y avait des bananes. C'était facile, parce que tout était déjà... À portée de main. À portée de main. Puis là-bas, le soleil, tu te lèves en même temps que le soleil, tu te couches en même temps que le soleil. C'est plus facile. Déjà là, on est dans un environnement où est-ce que oui, c'est difficile. Fait encore une fois, se donner de la grâce. Parce qu'on n'est pas set-up. Déjà là, on est dans un cycle de 24 heures, tandis que nous, les femmes, on fonctionne sur 28 heures. Les gens ne comprennent pas pourquoi on est hormonal, nos douleurs, puis aussi, nos fruits sont pas tellement frais. Pour se dire la vérité. Mais ils partent de loin, là. Ouais, exactement. Puis on va pas parler des produits toxiques aussi qu'on consomme et les métaux lourds aussi qu'on respire quotidiennement. Donc oui, il faut se dire que ouais, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Puis retourner aussi à nos pratiques ancestrales. Puis deux choses peuvent être vraies aussi. C'est vrai, absolument. C'est bien dit. Puis est-ce que tu as vu, toi, Liana, une évolution, justement, là, tu as raconté un peu ton expérience quand tu étais plus jeune, vers, je dirais, début de ta vie adulte. Est-ce que tu as vu une amélioration, quand tu es retourné chez le médecin? Est-ce que tu as vu une amélioration, justement, de l'amélioration de ces soins de santé-là, finalement, ou ton expérience est restée un peu la même au fil du temps? Parce que, bon, justement, en vieillissant, moi, j'ai commencé à découvrir, des personnes comme toi, mais aussi Ariane, Cam Metellus qui fait un travail incroyable. Donc, Charlotte à Ariane. J'ai commencé à voir justement des femmes, spécifiquement des femmes noires, qui ont commencé à se spécialiser sur la santé des femmes noires, santé gynécologique, reproductive, bref, la santé globale. Fait que je serais intéressée de savoir, est-ce que toi, tu as vu cette évolution-là aussi dans ton expérience personnelle ou même au niveau plus macro là, dans le système de santé? Je vais pas mentir, j'ai pas de médecin de famille. Premièrement, à cause de la pénurie. Mais tu es encore sur une liste d'attente? Non, j'ai été acceptée, mais j'en ai plus besoin parce qu'après toutes ces années, j'ai un gynécologue. Tu t'es pris en charge? Je me suis pris en charge. J'ai ma naturopathe parce que même si moi, je connais un peu le milieu, j'ai quand même besoin d'une naturopathe, comme un psy a besoin d'un psy. Je me suis spécialisée, j'ai un ergothérapeute, j'ai plusieurs personnes, j'ai une masseuse. You have a village. Ouais, j'ai un village pour pouvoir m'aider. Puis moi, je me sens un peu plus... Je ne sens pas le besoin d'avoir un médecin de famille parce que je trouvais souvent que c'était une perte de temps. J'allais là-bas, je devais toujours me justifier. Puis, c'est souvent, t'as un poids normal, t'as su, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. C'était une longue période d'attente pour avoir un rendez-vous, longue période d'attente dans la salle d'attente pour un rendez-vous de 2 minutes. Donc, moi, je trouvais que c'était pas un service que... En plus de ça, tu dois prendre congé pour aller là-bas au travail. Parce que c'est souvent sur les heures de travail. Puis non, moi, j'ai dit non. Fait que tu as créé, en fait, ta propre guérison. Ouais. I feel you so much. Oui. Mais c'est frustrant quand même, non? C'est quand même frustrant, mais je veux dire, c'est important. Je conseille tout le monde d'avoir un médecin de famille et tout, mais c'est juste que moi, j'ai pas trouvé mes solutions là. Moi, je préfère me faire mes tests sanguins. Je me fais souvent régulièrement des tests sanguins. Puis avec ça, j'ai appris à les évaluer par moi-même. Puis moi, je sais que je suis pas parfaite, donc aussi, j'ai une naturopathe qui évalue mes résultats de tests sanguins, qui évalue mes globules rouges, mes globules blancs, mes infections, mon foie. Donc, avec ça, je suis satisfaite. Ouais. That's amazing. Puis, est-ce que tu vois la différence sur ta santé? Oui. Déjà là, je vais dans mon rendez-vous avec ma naturopathe de 1 heure. J'ai mes évaluations sur mes tests sanguins. J'ai des solutions, des suppléments, des méthodes. Je sors là-bas, je suis équipée. Tandis que souvent, le médecin, il va dire t'as ci, t'as ça. Il n'y a pas vraiment d'explication.
Il y a des médicaments qui sont prescrits. Tout est un peu flou, hein? Ouais, tout est flou. Tu sais pas, tu vas au pharmaprix, puis tu sais... Des fois, si tu tombes sur une bonne pharmacienne, elle va t'expliquer exactement qu'est-ce qui est fait le médicament. Sinon, c'est très rapide la transaction. Puis souvent, des médicaments qu'ils nous donnent, c'est des pansements avec des effets secondaires qu'il faut donner d'autres médicaments pour couvrir. Donc, ça devient une chaîne un peu trop longue. Mais tu as dit un mot qui est important, c'est transaction. C'est transactionnel, en fait. Absolument. Il n'y a pas de relation. C'est une business. Ouais. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est tout à fait une business. Là, de prescrire des médicaments, là, puis de faire rouler... il y a un quota. C'est ça, là. De faire rouler la machine, en fait. Au détriment de notre santé. Je dis tout de même d'aller voir votre médecin. C'est important que je le dise là. Allez consulter votre médecin. 2 choses peuvent être vraies. Donc, vous pouvez utiliser des médecines alternatives et la médecine occidentale et combiner les deux. C'est ça que je fais. Oui, je pense que c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire parce que de toute façon, on ne va pas dire à des gens, on ne va pas voir le médecin, puis au final, ça aurait pu sauver ta vie. L'idée, c'est de sensibiliser finalement à la réalité qu'on vit. Puis, Noah, si je te demande, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais pour ce système-là? Qu'est-ce que tu souhaiterais pas nécessairement pour le système, mais pour les femmes noires, en fait, quand elles arrivent dans un bureau du médecin, puis globalement là-dedans? Globalement, et aussi de mon expérience, c'est de prendre notre souffrance au compte, en fait. C'est parce que moi, ça m'est arrivé de me faire gaslight en allant justement chez mon médecin de famille et que finalement, j'avais besoin d'une transfusion sanguine alors qu'elle me disait, comment, mais comme, tu te plains tout le temps de tes douleurs, puis tout, tu veux pas prendre la pilule du lendemain. Puis, c'est la première fois que j'avais craqué, c'est la première fois que je pleurais devant un médecin de famille. Mais c'est comme c'est sorti, là, parce que c'était trop une accumulation. Puis finalement, c'est ça, c'était que j'étais en hémorragie, puis que j'avais besoin de transfusion, puis qu'après qu'ils m'ont donné moi de transfusion, on m'a opéré pour les fibromes. Mais c'était comme, c'est de prendre notre douleur en compte, là, de nous prendre au sérieux, puis de laisser un peu tomber ce stéréotype de la femme noire forte. Là, like, for me now, I'm stepping into my soft life. Yes. C'est le bien-être, je vais au spa 5 fois, 6 fois par année, je médite, je vais au spa comme je suis tannée d'être tout le temps la femme forte, puis It's the soft life, but no hard wigs, though. No hard wigs! But the soft life. That's a way of Mais je vous encourage, les femmes noires, d'embrace ça et de vous permettre, souvent c'est ça le truc. Advocate for yourself, de vous permettre, c'est vrai, t'as raison. De se permettre, en fait. Advocate for yourself et de se permettre d'embrasser cette vie, d'être douce, en fait. Puis d'être légère, puis de pas tout le temps devoir être forte. Puis si t'as envie de pleurer, pleure. Puis comme, t'es pas tout le temps obligée d'être sérieuse et tout, puis de montrer que t'es une femme jam. It's fine to be just soft. Mais de porter le poids d'une famille, souvent, c'est ça, c'est qu'on porte des responsabilités qu'on a héritées de ces responsabilités-là. On ne les a pas nécessairement demandées. Puis je trouve que c'est une réalité qui arrive souvent pour beaucoup de femmes noires. Donc, on hérite de responsabilités de la famille, de nos parents. Puis souvent, justement, à cause de ces stéréotypes-là, puis à cause que nous aussi, en fait, on nous a aussi socialisés pour être comme ça. Mais on va accumuler jusqu'à ce que... Parfois, ça peut être trop tard, mais jusqu'à ce qu'on atteigne une goutte où est-ce que, justement, ça vient avoir un impact sur notre santé. Puis je ne sais pas, toi, Liana, qu'est-ce que tu souhaiterais, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres femmes noires, puis qu'est-ce que tu voudrais voir comme amélioration, comme changement dans le système de santé avec un gros S, là? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous venez de me dire sur le baggage? Ça me fait penser à la chanson Bag Lady de Erykah Badu. À un moment donné, il faut juste laisser les sacs, là. Donc, c'est ça que je souhaite pour les femmes noires. C'est de briser les chaînes générationnelles, puis de laisser les sacs, puis juste be at peace. C'est souvent, on marche vite dans la rue, là, comme... on est pressé, we got business! On a des choses à régler. Puis je sais qu'on a des choses à régler, mais comme,
ça va être Ben, on là sauve, le on sauve lendemain. littéralement la démocratie là, Oui. de ces pays-là. Donc, oui, on a des choses à faire, on est Régler. pressé. Oui, c'est sûr. Mais ces choses-là vont rester là demain, après-demain. It's true. Mais nous, le moment raison. présent, c'est la seule chose qu'on a. Fait que je souhaite aux femmes noires de vivre le moment présent. Puis même moi, c'est une difficulté pour moi-même aussi. Mais c'est ce que je souhaite pour nous tous. Puis pour le système, la santé, ouf, j'ai tellement de souhaits. Écoute, fais comme si que c'est Noël, là, puis ta liste au Père Noël, puis on va lancer ça dans l'univers. Premièrement, j'aimerais ça que ça soit, vu que tout le monde paye pour le système de la santé, qu'on veuille l'avouer ou pas, parce qu'on le paye. Oui, c'est gratuit, mais on le paye. On le paie avec nos taxes. Oui. Ben, réduire le temps. Premièrement, réduire le temps d'attente en employant plus de médecins, infirmières. Je sais qu'il y a des gens qui veulent faire des études là-dedans, mais encore une fois, peut-être aussi changer le système d'éducation par rapport à ça. Donc, offrir des bourses pour les gens qui ont la volonté de s'asseoir à l'école pendant toutes ces années-là et de suivre les études, rendre ça plus abordable, comme à Cuba un peu. Puis, vraiment aller au globe de la santé, pas juste se focaliser sur l'homme caucasien, mais vraiment sur toutes les nationalités, les Asiatiques, les Afro, les Caucasiens, mais aussi les Méditerranéens aussi. Il y a tellement de... Autochtones. Les Autochtones aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans leur territoire à eux. Puis, adopter aussi les médecines traditionnelles des Autochtones parce qu'eux, ils ont les connaissances sur les herbes qui nous sont disponibles ici, qui peuvent nous aider à nous soigner pour des maladies qu'on est plus prône, comme la grippe, le rhume, au vivant au Canada. Donc, éduquer les médecins aussi sur la médecine traditionnelle d'ici. Ouais. Ce serait vraiment comme le number one pour moi. C'est vraiment important, tous les éléments que vous avez mentionnés, parce que c'est ces éléments-là qui vont nous aider, nous, mais qui vont aussi aider le système un peu à s'améliorer. Moi, de mon côté, ce serait un changement de politique parce qu'on n'a pas de politique en ce moment qui nous protège. Donc, et il n'y a pas eu nécessairement de courage politique pour dire que oui, la santé, c'est une priorité. Puis, en fait, en ce moment, au Québec, il y a beaucoup de conversations autour du système de santé parce qu'ils viennent de créer Santé Québec, qui est censé être comme la solution miracle, où est-ce que tout va être comme regroupé, tout va être centralisé sous une même enseigne. Puis là, les choses sont censées s'améliorer, mais on sait que c'est pas vrai. On sait que ça va pas changer comme ça. Fait que pour moi, ce qui serait le plus important, c'est d'avoir des politiques publiques qui forcent les gouvernements à prendre soin de sa population. Parce que, tu sais, comment que ça fonctionne, le système de santé ici, c'est que le fédéral transfère des fonds aux provinces, finalement, et après ça, les provinces prennent l'argent puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de conditions. Fait que moi, ce que j'aimerais voir, c'est que le fédéral ait un peu plus de courage. Par exemple, quand ils donnent de l'argent aux provinces, puis que les provinces disent, ben nous, on fait qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a aucune façon de savoir comment cet argent-là a été dépensé, premièrement. Fait qu'on ne sait pas, le gouvernement fédéral a aucune façon de savoir comment l'argent est dépensé et le gouvernement du Québec prend cet argent-là et a aucune réduction de compte à faire. Fait que si le gouvernement provincial ne veut pas avoir de compte à rendre au fédéral parce que la santé, c'est une juridiction de province. Mais moi, j'aimerais ça que le gouvernement du Québec soit redevable à la population. Parce que si vous recevez de l'argent pour nous donner des soins puis qu'il y a une partie de votre population qui n'a pas accès à ces soins-là, bien, il faut que vous donniez des réponses. Comment ça se fait qu'il y a des femmes qui rentrent dans un hôpital et qui en ressortent plus? Donc, que ce soit... Joyce, que ce soit une autre femme, je pense que ça s'appelle Mariam, une Camerounaise, qui aussi est morte à l'hôpital. Et plus récemment, l'histoire de Joël. Donc, moi, je veux finir là-dessus. Je veux finir sur le fait qu'il y a une série de femmes noires, de femmes autochtones qui meurent dans des conditions inadmissibles dans les hôpitaux du Québec. Et à ce jour, on peine à nous donner des réponses. Et moi, ça me fait peur parce que ça me fait peur non seulement pour nous, mais aussi pour... si un jour on met au monde des enfants ici, d'autres enfants, des jeunes hommes, des jeunes femmes, bref, qui vont aller dans ces établissements,
comment est-ce que ces personnes-là vont ressortir. Fait que pour moi, c'est comment ce système-là va protéger des vies. Parce que ça fait partie de sa mission première. Et ça serait vraiment bien qu'il y ait une prise de conscience au niveau politique. Oui. Pour que notre santé soit prise au sérieux. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Well, girl, it's almost like it's pretty much time. Yeah, it's time, parce qu'on a tellement dit des choses, on aurait pu continuer encore. Mais ouais, c'était mon cri du cœur. Wow. Ouais. On va lancer dans l'univers, mais super valid and super important. Oui. Merci. Liana, merci d'avoir accepté notre invitation à passer à Refine on This. C'est un plaisir de discuter sur ce sujet qui est super important et parfois même tabou, surtout dans la communauté. Fait que, merci beaucoup. Merci les filles d'avoir créé la plateforme pour en parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent des ressources ou d'autres femmes qui parlent de ce sujet-là, mais des fois aussi, elles ne sont pas confortables à en parler. Mais merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Et ça a passé trop vite. On va peut-être te réinviter parce que je trouve qu'on a juste... C'est large. En surface. En surface, c'est ouais. ça. On n'a pas encore... on n'est pas rentré dans les dessous, dans les racines de cet enjeu-là, mais on va te réinviter pour poursuivre la discussion. Merci. Merci. Et on vous dit bye. À bientôt. À la prochaine.